Bienvenue pour ce nouvel épisode de 45 000 chrono, les débats de la transition. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'échanger avec Jérôme Cohen. Jérôme, tu es président, fondateur d'Engage, également cofondateur du Grand Défi des entreprises pour la planète. Et aujourd'hui, on va échanger sur la transition environnementale et sociale, et plus spécifiquement sur la nécessité d'avoir une approche systémique. On va aussi bien parler à l'échelle des organisations, également des individus, et puis plus largement la société. Pour rappel, les 45 minutes chrono, c'est un mercredi par mois en visio, des lives LinkedIn, 45 minutes pour apprendre et échanger autour de la transition écologique et la transformation environnementale et sociale des organisations. Donc, c'est un temps interactif. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques dans les commentaires. Jérôme pourra soit y répondre pendant du coup son intervention ou après, on a un temps de questions et réponses. C'est le 6e épisode. Les 5 premiers épisodes sont disponibles en fait sur YouTube, sur notre page YouTube. Vous avez tous les replays et j'en parlerai à la fin d'un dernier épisode qui sera début juin sur lancer sa démarche biodiversité. Jérôme, c'est à moi. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Alors, tu me mets en grand, je ne sais pas où ça marche, ça fonctionne. Ah, très bien, si vous me voyez, j'espère que vous me voyez et que vous voyez l'écran. Alors, peut-être mettre l'écran, voilà, c'est mieux comme ça. On avait déjà discuté dans des lives précédents, des 45 000 chronos précédents, de ce que nous appelle, nous, l'entreprise restauratrice. Et j'aimerais qu'on reparte de là, c'est-à-dire de dire, vous voyez, j'ai mis les 9 limites planétaires en haut, c'est-à-dire comment on peut amener les entreprises à se transformer pour, on pourrait dire, être au service et défendre le vivant, le protéger et, si possible, être à son service. Puisque aujourd'hui, je ne vais pas vous étonner, on est dans une logique extractiviste qui a conduit à la limite ou à l'épuisement sans limite en fait des ressources naturelles. Maintenant, comment réinventer finalement l'entreprise dans le respect de ses limites planétaires, de ce capital naturel, et dans le respect des besoins humains fondamentaux. Donc, comment l'entreprise peut servir, alors c'est un mot qui est un peu ambitieux, un peu inspiré du servant leadership en anglais, mais du vivant humain et non humain. Et en fait, c'est toute la question finalement de la réinvention de notre économie et des entreprises dans ce nouveau concept. Ça, on l'avait déjà évoqué précédemment. Ça veut dire que finalement, l'entreprise doit se donner, en quelque sorte, des nouvelles priorités ou une nouvelle priorisation. L'entreprise qui se met au service de l'homme, du capital humain, qui lui-même se met au service de la planète, alors évidemment, ou de la biodiversité, ou du vivant, comme vous voulez, sachant que, évidemment, là, on a fait une sorte de séparation. On sait très bien que l'homme, c'est les femmes et les hommes, le vivant humain, évidemment, fait partie de cette biodiversité et en est même très profondément constitué. Alors, quels sont les premiers pas pour aller finalement vers cette entreprise restauratrice? Pour nous, il y a 3 niveaux d'intensité différents. Je vais vite parce qu'on l'a déjà évoqué la dernière fois. C'est-à-dire le niveau des opérations. Comment je peux réduire mon impact sur le vivant, sur les questions climatiques, sur les questions de protection du vivant et de la biodiversité. Ça, c'est le premier pas. Réduire mon impact en matière de production, par exemple, de distribution, etc. Je vais d'abord essayer de réduire les externalités négatives que j'ai sur la planète et les vivants. Et puis ensuite, puisqu'évidemment, cela n'est pas suffisant comme démarche, je vais réfléchir, travailler à transformer progressivement mon modèle d'affaires, puisqu'on sait que c'est là, finalement, que l'impact des entreprises est le plus fort. Alors, ça veut dire quoi, transformer mon modèle d'affaires? Ça veut dire, éventuellement, le redéfinir. Alors, par exemple, comme possibilité, on peut parler de l'économie, non plus de la production, on va dire, mais d'une économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, au lieu de
de vendre toujours plus de produits, eh bien, on va travailler à essayer de louer, ce qui va nous permettre de produire moins tout en apportant un niveau de service et pourquoi pas une rentabilité qui soit équivalente. Donc, on essaye de trouver des pistes pour redéfinir notre modèle d'affaires qui soit plus respectueux, plus protecteur du vivant, de la biodiversité et qui ait moins d'impact sur le climat. Deuxième niveau d'intensité. Troisième niveau d'intensité, si on s'aperçoit que ces deux premières étapes ne sont pas suffisantes et que mes externalités, je les juge, moi, encore trop importantes, et c'est évidemment à chacun de juger ce qu'il peut faire ou ce qu'il doit faire, ce qui dépend de la taille, du secteur, notamment des entreprises, de leur situation même géographique, je vais travailler sur la redirection, c'est-à-dire que je vais envisager d'arrêter certaines de mes activités pour en privilégier d'autres. Donc, je dirais 3 niveaux de transformation, 3 niveaux d'intensité de la transformation. Deuxième champ d'application, finalement, domaine d'application de cette transformation vers l'entreprise restauratrice, les questions d'organisation ou de gouvernance. Il n'y a pas de possibilité à nos yeux de transformation dans une entreprise qui ne devienne pas apprenante, participative, ouverte. Là aussi, je vais aller vite, on en a déjà parlé. Apprenante, ça veut dire qu'à tout niveau de l'entreprise, les salariés, les dirigeants doivent rentrer dans une logique d'apprentissage permanent autour de ces sujets. Qui plus est, parce que ces sujets sont extérieurs à l'entreprise et sont extrêmement nouveaux. Quand on fait une école de management, d'ingénieur, peu importe, université, on n'apprenait pas ces questions-là. Et on n'apprenait pas les interrelations entre l'économie, entre les activités humaines économiques et ces questions écologiques. Donc il faut que l'entreprise devienne en permanence, à tout niveau hiérarchique, dans tous les métiers, un espace, un endroit, un lieu d'apprentissage actif. Apprentissage actif, il ne suffit pas d'apporter un savoir. Il faut que ce savoir soit approprié et transformé de façon récurrente et presque automatique en transformation durable, en transformation effective, concrète des différentes activités, différents métiers de l'entreprise. Participative, parce que ce n'est qu'en mêlant ces métiers, qu'en faisant travailler tous ces salariés, ces managers, ces dirigeants ensemble, ces métiers ensemble, ces branches d'activité ensemble, qu'on trouvera des solutions. Les solutions se logent souvent dans les interstices entre, d'ailleurs, les logiques, je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure, de climat, de biodiversité, entre des métiers, soit là, les achats, la finance, la distribution, entre les niveaux hiérarchiques, entre ce qui peut être jugé stratégique et ce qui est opérationnel, les uns nourrissant les autres. Donc, s'il n'y a pas une participation de toutes qui est dépendante de cette première phase qu'on pourrait appeler d'apprentissage, d'entreprise apprenante, il n'y a pas de transformation durable dans tous les sens du terme. Ensuite, ouverte. Parce que, évidemment, sur la logique de climat, mais sur la logique de biodiversité, peut-être encore plus, il est illusoire de penser que l'entreprise pourra conceptualiser ou trouver les solutions seule. Non, elle a besoin de s'appuyer sur son territoire, mais plus largement sur des compétences, sur des logiques qui ne sont pas les siennes. Donc l'entreprise ne deviendra ou n'ira dans ce chemin vers la restauration que si elle est capable de s'ouvrir et de travailler avec son écosystème. Alors ça veut dire quoi? Les classiques parties prenantes, les fournisseurs, les clients, etc., évidemment en interne, mais aussi les acteurs du territoire, des acteurs politiques, des ONG, des associations. C'est en travaillant, et c'est pour ça qu'on parle d'une approche écosystémique ou systémique, avec ces parties prenantes-là, avec lesquelles probablement l'entreprise d'ailleurs n'est pas habituée à travailler. Et c'est là aussi qu'elle doit apprendre, elle doit être une entreprise apprenante parce qu'elle doit intégrer des connaissances mais aussi des compétences ou des approches qui sont extrêmement différentes. Donc on a vu que l'entreprise restauratrice, si elle veut avancer, elle doit se réaliser, elle doit travailler à son modèle d'affaires, travailler à sa gouvernance. On pourrait, demain d'ailleurs, on y sera le congrès des entreprises à mission. Voilà, les entreprises à mission, c'est une possibilité, par exemple, d'aller vers une refonte
nécessaires de sa gouvernance. Alors, on avait tenté, et on en discutera si vous voulez, une définition. Pour nous, l'entreprise restauratrice, elle se met au service du vivant, c'est ce qu'on a vu, humain et non humain, je dirais en interne et en externe. L'humain, il est à la fois le client, avec ce qu'on avait évoqué, le bottom of the pyramid, et servir et apporter des besoins fondamentaux, mais aussi en interne. Comment revoir mon mode managérial pour servir l'humain et que même en interne, l'entreprise ne soit pas un endroit où on écrase l'humain, mais au contraire, où on se met à son service pour le faire grandir. L'entreprise apprenante, par exemple, est une réponse à ce besoin de se mettre au service du vivant. Et le but de tout ça, c'est de créer les conditions à la fois de la résilience de l'entreprise, peut-être des entreprises dont on voudrait qu'elles ferment, pourquoi pas, ou qu'elles arrêtent certaines activités, mais si on veut continuer dans un monde économique, en quelque sorte, eh bien, il faut que les entreprises, cette nouvelle façon de l'appréhender, eh bien, permettent, donnent les conditions de sa propre résilience et de l'épanouissement, on pourrait utiliser plein d'autres mots, du vivant, et là encore, évidemment, humain et non humain. C'est très ambitieux, comme définition peut-être, parce que aujourd'hui, le responsable de cette crise du vivant, c'est bien sûr l'homme, avec un grand H, et le monde économique et les entreprises. Donc là, on essaye, si vous voulez, d'avoir cette ambition forte que l'entreprise cesse ou affaiblisse ses externalités négatives, et ensuite, progressivement, travaille à protéger, voire à contribuer, j'ai vu qu'il y avait le mot qui avait été lâché tout à l'heure, à contribuer à la restauration du vivant. Très ambitieux, puisque avant que l'entreprise, on puisse mesurer que l'entreprise est, on va dire, positive en termes de contribution au vivant, je pense qu'on va attendre très longtemps et je pense que c'est probablement pas très raisonnable. Mais en tout cas, si on pouvait amenuiser de façon très forte les externalités que l'on a, voire contribuer progressivement à ce que l'entreprise prenne conscience de son rôle, de sa capacité éventuelle à protéger et à restaurer le vivant, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. Alors, comment on fait, nous, chez Engage, ou comment il nous semble qu'il faut faire, que ce soit chez Engage ou ailleurs, peu importe. Premier pas, première dimension plutôt, puisque il n'y a pas d'étape, c'est, on a appelé ça la tête, main, cœur collectif, donc la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à nos yeux, de transformation possible sans connaissance préalable. Mais quand je dis connaissance préalable, c'est connaissance sérieuse. C'est l'entreprise apprenante qui va permettre à chacun d'avoir une compréhension sérieuse, profonde, approfondie des questions écologiques et sociales. Et ça passe par de la formation, ça passe par de la sensibilisation, mais continue et forte. Sans cette première étape qui est fondée sur des fondements scientifiques, on utilise chez Engage, par exemple, beaucoup les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'UICN, etc. Je pense qu'on risque de faire fausse route. Donc d'abord, s'appuyer sur un apport de connaissances très fort. Ensuite, le cœur, je le mets dans le sens là, on aurait pu le mettre différemment. Mais je pense que ces questions viennent heurter profondément nos représentations, notre sensibilité profonde, qui peut-être qu'on a véhiculée depuis des siècles, mais en particulier probablement depuis l'après-guerre. Et donc, ça veut dire qu'il y a une nécessité aussi de nous connecter à une autre partie de nous-mêmes, tout en travaillant dans nos entreprises, dans nos organisations, ce qu'on a probablement laissé tomber pendant de nombreuses années. Mais il me semble que sans cette sensibilisation, sans cette approche sensible que l'on conduit, nous, dans différents projets qu'on mène, notamment en travaillant avec des artistes, en faisant travailler la corde sensible, la dimension sensible, mais au sens profond, artistique du terme, les collectifs avec lesquels on travaille, je pense que cette connexion profonde à la défense du vivant peut plus difficilement émerger. Donc, deuxième dimension, le cœur, la tête, après la tête, le cœur, la corde sensible, comme vous voulez. La main, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que cette transformation, bien sûr, elle a besoin de connaissances, elle a besoin de sensibles, mais elle a besoin d'expérimentation.
à la fois pour être efficiente, mais aussi pour que cette connaissance, eh bien, elle puisse être appropriée et rentrer finalement dans, se transformer presque en nouveaux réflexes, en nouvelles façons de fonctionner. Pour faire ça, il faut tester. Il faut mettre les mains, en fait, j'allais dire les mains, ou en tout cas les gestes, en tout cas transformer ces réflexes de façon continue pour faire, en fait, pour avoir un savoir-faire qui s'incarne, eh bien, il faut expérimenter constamment. Donc, on ne peut pas dissocier et rester purement, je dirais, dans une dimension de connaissance, c'est-à-dire presque purement intellectuelle. En tout cas, ces deux dimensions, pour moi, sont fondamentales. Enfin, la quatrième, on l'a déjà évoqué tout à l'heure à travers la question de la gouvernance, le collectif. Il n'y a pas de transformation sans que toutes les personnes, l'impulsion peut être donnée de la tête, par exemple, d'une organisation, à un niveau stratégique, certes, mais elle ne se mettra pas en place, elle ne sera pas appropriée, elle ne sera pas efficiente si ce n'est pas toute l'entreprise, finalement, qui se transforme. Je me rappelle qu'on avait fait une mission, ce qu'on appelle un défi transition pendant 1 an chez un grand acteur du parfum. Et le jour où j'ai compris qu'on avait réussi à engager finalement cette transformation et qu'on était sur le bon chemin, alors on avait fait tout ça, hein, des conférences, des ateliers, des expérimentations, etc. C'est le jour où la présidente m'a dit il n'y a pas une réunion quand on travaille sur des projets où le mot engage n'est pas cité et où finalement on ne s'intéresse pas à la compatibilité de ce que l'on fait avec, on va dire, les process, les valeurs, l'éthique ou les pratiques plutôt même qu'Engage nous a enseigné. Et donc comme si à un moment il y avait un filtre qui faisait que le collectif se met en marche, le collectif s'unit pour définir des nouvelles règles du jeu, et c'est à ce moment-là qu'une transformation, je vais me répéter, pardon, mais durable, efficiente, performante, fondamentale, se met en place et que cette raison d'être qu'on a définie avant de l'entreprise, qui devient restauratrice, eh bien, peut véritablement émerger. Alors, une transformation systémique, ça veut dire quoi, en fait, concrètement? Ça veut dire que l'on va, c'est comme ça que nous faisons, nous en tout cas, travailler à l'intérieur d'une organisation avec des collectifs choisis. Ils peuvent être désignés, ils peuvent être tirés au sort, peu importe, dans une organisation. On va veiller à ce que ce collectif soit le plus divers possible en termes de métier, de secteur d'activité, de branche d'activité, de niveau hiérarchique dans une entreprise. Et puis, on va faire tout un chemin de transformation qui passe de la sensibilisation, de l'apprentissage, de la formation de certains, autour de tous ces enjeux qu'on vient d'évoquer, pour que progressivement, dans une première phase de sensibilisation, formation, appropriation, puis on va faire émerger des solutions, faire émerger les solutions qui sont propres à chaque entreprise, quel que soit son secteur, quel que soit son domaine d'activité, quelle que soit sa géographie. Quand on fabrique du vin, que l'on soit en Bourgogne ou à Montpellier, les pratiques que l'on va avoir pour respecter le vivant ne sont pas du tout les mêmes, pour des questions évidemment hydrographiques, hydrologiques, etc. Et progressivement, c'est des solutions vont émerger tout au long de la chaîne de valeur de l'entreprise, mais qui font système. Une solution répond à une autre. Une solution, par exemple, dans le secteur des achats, va répondre à une solution en termes de production, en termes de distribution. Et c'est que quand on va essayer, alors on a appelé ça pour un des clients le gouvernail de la transformation, mais c'est que, en fait, toutes ces solutions qui apparaissent se répondent, s'enrichissent, et sont presque conditionnées les unes aux autres. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir, on fait comme on voit sur la 3e photo, une sorte de frise, que l'on va faire apparaître tout le chemin progressif qu'on va timer, qu'on va prioriser dans le temps, fondé sur ces solutions qui forment le système. Et une fois que ces propositions, que ce système de solutions, quelque part, est fondé, eh bien, il est planifié, et ensuite, on va le mettre en récit. Parce que, pour continuer à ce que le collectif soit engagé, eh bien, il s'agit de faire émerger une nouvelle histoire de l'entreprise, une nouvelle histoire de son futur,
qui soit évidemment engageante, performante, mais engageante, et qui raconte une nouvelle entreprise au service du vivant, restauratrice. Eh bien, cette entreprise-là, elle a besoin d'être portée par chacun de ses membres dans un récit que chacun a contribué à co-créer, en quelque sorte. Donc, évidemment, tout ça est fondé sur des propositions, sur des solutions, sur des fiches projets, peu importe, qui sont très concrètes, extrêmement détaillées. Mais cette transformation ne fonctionne que si c'est tout un récit que l'on construit, que l'on construit, et qui va permettre, espérons-le, de transformer l'entreprise et de l'entraîner vers une nouvelle forme, vers des nouveaux imaginaires, mais qui sont concrets et qui sont la condition du portage de cette transformation dans le temps. Alors, on peut le faire au niveau d'une organisation comme là, ou on peut le faire au niveau d'un collectif d'organisation, comme on l'a fait pour le grand défi. Finalement, le process, l'histoire est le même, sauf qu'il peut conduire à la transformation, comme on le fait désormais, d'un secteur d'activité, d'un groupement d'entreprises sur un territoire qui vont travailler sur leur propre transformation systémique, mais aussi réfléchir à la transformation systémique du collectif dont elles font partie dans le cadre de cette aventure collective. Mais finalement, le process, l'ambition reste la même. Alors, on a parlé là de l'entreprise. Elle se transforme, elle transforme son modèle d'affaires, elle réfléchit à sa nouvelle gouvernance pour s'inventer un nouveau destin qui sert mieux l'intérêt général et qui sert mieux aussi chacune de ses parties prenantes ou les parties constituantes de personnes qui la constituent. Cette transformation, là encore, c'est une approche que l'on juge, nous, systémique. Elle ne peut arriver en considérant l'entreprise en dehors d'un système ou en dehors, oui, c'est ça, de la société. Donc, c'est là que la sphère sociétale rentre en jeu, si vous voulez. On a vu les activités, et les arbitrages, les 3 niveaux d'intensité, la gouvernance et sa réinvention. Mais il n'y aura pas de transformation, on en est convaincu ici, sans un appui politique fort. Un appui politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire certes des réglementations. La CSRD au niveau européen, vous connaissez les différentes lois comme la loi ZAN ou d'autres, mais en fait qui donnent à l'entreprise un cadre. Une entreprise, si elle veut se développer, si elle veut continuer, être pérenne, a besoin de planifier sa vie future et donc d'avoir un cadre stable ou en tout cas clairement défini. Donc les réglementations politiques à tous les niveaux sont absolument fondamentales. Alors ça peut être des réglementations, je dirais, qui vont quelque part avoir des exigences envers les entreprises, mais les politiques peuvent aussi définir un cadre incitatif. Je pense notamment aux plus petites entreprises qui ont moins de moyens, à la fois financiers et humains, et qui ont besoin, alors par exemple l'ADEME le fait beaucoup avec différentes aides et d'autres organisations d'État, mais elles ont aussi besoin, pour certaines, d'être aidées. Donc qui dit réglementation, ne dit pas simplement punition, ça dit aussi apporter au plus possible d'entreprises qui en ont besoin des aides, que ce soit fiscales, financières, peu importe, pour que cette transformation puisse opérer. Et puis, bien sûr, il n'y aura pas de transformation sans que la société, sans que le marché aussi se transforme. Je le dis en dernier parce que pour moi, il ne faut pas faire reposer cette transformation sur le citoyen et sur le marché, parce que pour moi, ce serait trop facile. Et c'est d'abord à l'entreprise, dans un jeu d'aller-retour avec le politique, de faire les premiers efforts et d'avoir cette conviction, cette force, cette envie, cette éthique de se transformer. Et évidemment, il faut que les citoyens, la société, adhèrent à cette transformation et participent à son accélération. Donc là, évidemment, il faut que nos façons de consommer, elles aussi, se transforment et qu'on aide par différentes incitations. On a vu dans le grand défi, on a proposé des baisses de TVA sur les produits les plus respectueux environnementaux, etc. Il y a aussi beaucoup de façons d'accompagner le citoyen dans son changement d'habitude de consommation, dans ses pratiques quotidiennes. Et donc, ce qui veut dire, pour résumer, c'est que, vous
connaissez ce triangle de l'inaction, hein, qui a empêché la société d'évoluer sur ces questions pendant des années, eh bien, doit se transformer en vortex de la génération. Le citoyen, et la société civile évoluant grâce aux médias, grâce à un nouveau discours, eh bien, fait pression sur le monde économique, qui fait pression sur la sphère politique. Le citoyen peut aussi faire pression sur la sphère politique, il suffit pour ça de voter. Et en fait, finalement, plutôt que d'avoir un blocage entre ces trois acteurs de la transformation, eh bien, c'est une sorte de dynamique positive qu'on appelle vortex de la régénération qui se met en place. Et ça, c'est absolument fondamental et ça participe évidemment de ce que nous, on appelle ici une transformation systémique. Donc, on a vu qu'elle est à la fois cette transformation au niveau des entreprises, des organisations, elle est au niveau des personnes avec cette approche qui pour nous relie cœur, main, tête et collectif, et puis au niveau de la société elle-même. Et s'il n'y a pas cette sorte de dynamique de génération, cette dynamique positive de réinvention qui se met en place, eh bien, on n'arrivera pas à répondre à cette presque ultimatum désormais de transformation écologique de la société, des entreprises, de nous-mêmes, etc. Alors, évidemment, on va répondre aux questions. Je voulais juste vous partager que tout ça, finalement, on va le présenter, le faire vivre pendant le festival qu'on appelait Life, qui se tient à Paris, pour ceux qui sont parisiens. Alors, on a mis 13, 14, 15, 13, c'est une soirée privée, mais le 14, 15 à l'Académie du climat, où on va parler de tous ces sujets-là. C'est-à-dire, le 14 est une journée dédiée au monde de l'entreprise et à sa transformation, et le 15 est une journée dédiée à la société, à de façon individuelle ou collective, mais dans le cadre plutôt citoyen de la société, d'engager, d'accélérer une transformation au service du vivant. Alors pendant ces 2 jours, il y aura évidemment, vous allez voir ça, des conférences, des ateliers, plutôt entreprises ou plutôt citoyens, selon qu'on soit le 14 ou le 15, des expositions. Alors il y a une exposition qu'on fait avec Biomime Expo, que fait Biomime Expo, Nature championne on-off. Il y a une exposition sur les bactéries que présentera Marie-Sarah Denis et l'entreprise Pili, qui est magnifique, sur comprendre comment les bactéries, les microbes, en fait, sont nos alliés. Et puis nous, Engage, on a produit une exposition qui s'appelle Nature on-off. Je ne vous en dis pas plus. Qu'est-ce que serait finalement un monde artistique privé de nature? Ce serait pas terrible. Et puis, il y aura donc des expositions, des conférences, des ateliers pendant 2 jours. Donc, évidemment, et ce sera une façon d'appréhender ce que nous pouvons faire, soit dans nos organisations, soit à titre privé, dans nos vies, pour que nos vies soient réorientées et se mettent au service du vivant et de sa protection. Et ça se passe à l'Académie du climat, qui, pendant 2 jours, devient l'Académie de la biodiversité. Voilà, puis il y aura plein de projets, plein de partenaires qui sont avec nous, qui présentent aussi. Il y aura beaucoup de témoignages, en fait, d'entreprises ou de personnes qui agissent pour la biodiversité et qui montreront que c'est possible, montreront probablement aussi les freins qu'ils doivent affronter, parce que rien n'est simple dans cette transition, comme vous le savez. Mais en tout cas, on aura la possibilité d'en débattre pendant 2 jours qui, je pense, annoncent passionnants. Voilà. Mais vous pouvez aller sur le site, je pense que Quentin va vous partager le site du festival, etc., etc. Voilà, moi j'ai fini ma présentation et je suis évidemment à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question sur, me semble-t-il, voilà, bonjour, après plus d'infos sur comment on peut intégrer la question de la biodiversité dans les transitions des entreprises. Merci, Colline. Question qui est difficile parce que la biodiversité est aujourd'hui moins... l'enjeu de biodiversité est beaucoup moins traité que l'enjeu du climat, même si pour moi, c'est un enjeu qui est fêtier, en fait, puisque le climat, comme vous le savez, est une des 5 causes de l'érosion de la biodiversité. Et quelque part, quand on parle de défi climatique, on parle de défi du vivant de façon plus large. Ça passe par finalement les mêmes choses. Je pense que ça passe par la sensibilisation. C'est pour ça que nous, on a créé l'atelier Mission Biodiversité. Ça passe par une prise de conscience. Alors, il y en a qui le font en emmenant des cadres, etc.,
réfléchir, travailler dans les bois, etc. Je pense que ça passe par une reconnexion, ça passe par aussi la prise de conscience, et ça on le voit bien quand on fait des ateliers ou quand on fait des formats un peu plus longs sur la question de la biodiversité, que finalement beaucoup des personnes travaillant en entreprise ne comprennent pas, ou c'est pas intuitif, qu'elles ont, vous savez, cette dimension cette triple dimension de dépendance et d'impact, puis de risque sur le vivant pour l'entreprise, mais déjà leur faire comprendre le lien entre leur activité économique, les dépendances, hein, quand je fabrique une chaussette, j'ai besoin de coton, je suis dépendant du coton, etc., etc. Et puis de l'impact qu'elles ont, même pour les services. Beaucoup de personnes que l'on rencontre nous disent, bon, bah, nous, non, dans notre entreprise, la biodiversité, je ne vois pas en quoi on est concerné. Et puis ce n'est qu'après avoir fait cet exercice intellectuel d'identification des dépendances impact-risque, nous on appelle le DIRA, c'est une méthode pour ça, que bah, finalement, elles comprennent, elles retissent le lien, et que là, elles se disent, je peux agir, enfin, j'ai compris le lien, les liens, les interrelations, et je peux agir. Et donc, c'est la première étape. Et puis après, évidemment, le plus dur commence, c'est-à-dire la transformation effective de l'entreprise par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une autre question? Alors, de ce que je vois, non, apparemment. Ah. Tu as été très clair. Il y a une trop grande limpidité. Bon, bah, comme vous voulez. Moi, je serais ravi de répondre à vos questions, que ce soit sur le festival, sur notre démarche, sur les quelques concepts que j'ai essayé de vous partager. Mais s'il n'y a pas de questions, eh bien, on va pouvoir arrêter là. Et conclure. Et conclure. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Samira. Ah, voilà. Ça fait plaisir. On a la confirmation que c'était bien la clarté. Merci, Jérôme, pour ton intervention. Ah, il y en a une qui arrive. Ah, il y en a une qui arrive. Il y a une question qui arrive. Alice. Vas-y, Alice. Je suis désolé, on ne peut pas s'exprimer par oral dans ce format-là. Ce n'est pas très pratique, mais c'est comme ça. Alors, nous attendons la question d'Alice. Le suspense est là. Une longue question. Peut-être une longue question. Non. J'en profite peut-être le temps pour vous dire que notre prochain rendez-vous, ce sera donc le 4 juin. On va parler de la démarche biodiversité. On aura le retour d'expérience de Janus France et ce sera Michel Meunier, du coup, le dirigeant de cette entreprise qui est spécialisée dans la rénovation du bâti et qui nous parlera, lui, comment il a lancé sa démarche biodiversité dans son entreprise et comment il a pu justement s'approprier le DIRA que vient de mentionner Jérôme, pour son entreprise, à la fois pour cartographier les dépendances et les impacts de son entreprise à la biodiversité, mais aussi pour engager ses collaborateurs dans cette démarche biodiversité. Nous vous enverrons les liens vers l'Eventbrite pour vous inscrire. Et là, on a les questions qui arrivent. Alors, il n'y aura pas de retranscription des conférences pendant le festival, je réponds d'abord à ça. Et on va faire connaître des innovations. Oui, on va proposer des innovations, en tout cas des démarches qui nous semblent intéressantes dans les entreprises. Donc, il y aura un forum pour exprimer ça, à la fois de façon continue et puis par des prises de parole à certains moments du festival. Donc, si vous avez des choses à nous proposer, n'hésitez pas, vous nous envoyez à Quentin, via le site, comme vous voulez, voilà, des idées, des projets. On peut tout à fait les relayer. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la question d'Alice. Comment sont calculées les émissions de CO2 des entreprises? Via le bilan carbone, ça dépend si on est sur un scope 1, 2 ou 3. Dans les rapports annuels, on voit souvent réduire les trajets. Mais rien lié au service que l'entreprise paye. Là, il faut s'intéresser au scope 1, 2 ou 3, c'est-à-dire des entreprises. Souvent, en fait, les
entreprises, on va dire, calculent et communiquent leur empreinte carbone sur le scope 2, alors qu'évidemment, le scope 3, par exemple, si vous êtes un distributeur, ben, on va calculer les émissions qui sont faites par les clients qui viennent en voiture ou autre au magasin, et où voilà, toutes les livraisons, il y a l'activité, etc., qui sont évidemment extrêmement importantes, et pas simplement liées à la réfrigération, par exemple, de leur magasin. Donc c'est ça la nécessité, c'est de bien vérifier quel est le scope, sur quel scope ces émissions sont calculées, parce que sinon, on compare, on mesure et on compare des choses extrêmement différentes. Et évidemment, celles qui sont sérieuses dans leur démarche, c'est celles qui prennent en compte le scope 3 et calent leurs ambitions de réduction sur ce scope-là. Voilà. Il est, je crois, à peu près l'heure de se dire au revoir. Donc, merci infiniment d'avoir suivi ce 45 minutes chrono. Et puis, on pourra se retrouver. Oui, la billetterie du festival, ça c'est super important. Rejoignez-nous. Je pense que ça va être vraiment un joli moment. Il y aura plein de monde. Il y aura plein d'approches différentes qu'on a essayé d'entremêler. Et toutes ces dimensions, je dirais, politiques, économiques, citoyennes, mêlées. Et on essaiera de montrer au plus possible qu'il est quand même possible aujourd'hui d'agir sur la biodiversité, donc d'être quand même dans une logique on va dire, presque de bagarre, mais en tout cas positive, énergisante. Je crois que c'est fondamental de garder cet espoir-là pour agir. Voilà. À bientôt. Et voilà, comme dirait Samira, vive la planète. Voilà. Ciao. Au revoir.